Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure assez détonnante, on peut dire, l'historien Yigal Ben Noun. Ah oui, Yigal Ben Noun. Les sources qu'on a le décrivent comme un penseur radical, parfois même comme un démolisseur de mythes. C'est ça. Notre objectif ici, c'est de comprendre sa vision, sa lecture très particulière de l'histoire biblique et juive. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est son parcours, double doctorat Sorbonne et EPH. Oui, en historiographie biblique et histoire de l'Afrique du Nord. Exactement. Mais à côté de ça, il a cofondé les Panthères Noires de Tel Aviv, un mouvement contestataire. Et il a même une carrière d'artiste. Un mélange assez éclectique, oui. Ça explique peut-être ce regard critique sur les récits établis. Sans doute. Il a un pied dans l'académique et un autre dans la contestation, disons. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Sa première grande cible, c'est l'histoire biblique ancienne, le fameux Royaume-Uni de David et Salomon. Précisément. Pour lui, ce grand royaume unifié, il n'a jamais vraiment existé tel quel. Ah bon? Et les 12 tribus d'Israël, alors? Une construction littéraire, selon lui. Postérieure. Israël et Juda. Deux royaumes distincts, souvent même rivaux. Jamais unifiés sous David et Salomon. Ça rejoint un peu le courant minimaliste en archéologie, non? Comme Finkelstein, par exemple. Oui, il y a une proximité avec l'approche minimaliste, qui se méfie d'une lecture littérale de la Bible et privilégie l'archéologie. Mais Ben Noun va souvent plus loin, tu vois. Comment ça, plus loin? Il soutient aussi que les textes fondateurs, l'Exode par exemple, Oui? ils auraient été écrits ou au moins édités bien après les faits supposés. Peut-être pas avant le 8e siècle avant notre ère. D'accord. Et l'Exode lui-même? Pour lui, ce n'est pas un récit historique unique et cohérent. Plutôt un assemblage, une compilation d'histoires et de traditions différentes. L'idée d'une écriture historique détaillée, ça n'apparaîtrait que plus tard. Je vois. Cette réécriture de l'histoire politique, ça a forcément des répercussions sur la religion elle-même. Il s'attaque aussi à la figure de Yahvé, j'imagine. Absolument. C'est même une de ses thèses centrales, notamment dans son abrégé de l'histoire de Yahvé. Il affirme qu'Israël et Juda étaient à l'origine polythéistes. Polythéiste. Donc, Yahvé n'était pas le Dieu unique au départ? Exactement. Le culte de Yahvé, c'était un culte parmi d'autres. Il y avait d'autres dieux, des déesses aussi, qui étaient vénérés. Et c'est là qu'il avance une idée particulièrement provocatrice, n'est-ce pas, sur la représentation de Dieu. Oui, c'est sans doute son idée la plus audacieuse. Il suggère, en se basant sur certains indices dans les textes, qu'il aurait pu y avoir une statue ou une autre forme de représentation matérielle, physique, de Yahvé. Et ce, dans le temple de Jérusalem même. Une statue de Yahvé? Ça va à l'encontre de toute la tradition aniconique. Totalement. Ça heurte de plein fouet l'interdit des images qui est si central dans le judaïsme et l'islam. Pour lui, la réforme du roi Josias... Oui, la fameuse découverte du livre de la loi. Voilà. Ce serait en fait une manœuvre politique. Un moyen d'imposer Yahvé comme seul Dieu légitime, de centraliser le culte à Jérusalem et donc de renforcer le pouvoir royal. D'accord. On voit le schéma qui se dessine. Mhm. Il cherche les motivations humaines, politiques, derrière les récits religieux traditionnels. C'est tout à fait ça. Déconstruire le mythe pour retrouver l'histoire humaine, avec ses conflits et ses stratégies. Et il applique cette même méthode, j'imagine, à la naissance du judaïsme rabbinique après la destruction du Second Temple. Oui, c'est l'objet de son livre « Quand sommes-nous devenus juifs ?» Là encore, il va à contre-courant. Il dit que le judaïsme rabbinique, tel qu'on le connaît... n'est pas une évolution naturelle de ce qui précédait. Après la destruction du Temple en 70, qui crée un vide immense, le judaïsme rabbinique serait plutôt une réaction, une réponse directe à la montée du christianisme. Une réaction, ouais. C'est-à-dire? Il pense qu'avant le christianisme, le judaïsme, c'était surtout un culte centré sur le temple, les sacrifices. Pas encore une religion au sens moderne, avec un dogme clair, un canon de textes bien défini. Et les textes comme la Mishnah, le Talmud? Il va jusqu'à dire qu'ils n'auraient été finalisés, écrits, que bien plus tard, peut-être même pas avant le Xe siècle. Le Xe siècle, c'est énorme comme décalage. Et il va encore plus loin, il me semble, sur les figures rabbiniques elles-mêmes. Oui, et c'est peut-être le point le plus explosif. Il suggère que des figures majeures comme Rabbi Akiva ou Hillel, des piliers de la tradition, pourraient être des créations littéraires. en gros oui,
Des personnages créés après coup pour construire une lignée, une chaîne de transmission, la Massora, et donner une légitimité historique à ce nouveau judaïsme rabbinique. Et il a des arguments pour ça. Son argument principal, c'est que Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, qui décrit pourtant la société juive de son temps, eh bien, il ne les mentionne pas, nulle part. Ah oui, c'est troublant en effet. Bon, sa méthode, on la voit, lecture hypercritique des textes, archéologie quand ça l'arrange, philologie, oui, il croise les sources, les textes canoniques, juifs, chrétiens, musulmans aussi, mais évidemment, cette approche très radicale lui vaut des critiques virulentes. J'imagine. On l'accuse de quoi principalement? Des universitaires comme Yair Hoffman, par exemple, lui reprochent de brouiller la frontière entre la recherche historique et la fiction, ou du moins l'hypothèse non vérifiable, de choisir les éléments les plus provocateurs sans toujours avoir de preuves archéologiques ou textuelles vraiment solides, concluantes. De faire du sensationnalisme en somme. Un peu ça, oui. Ou de construire une narration alternative séduisante, mais pas toujours étayée, selon ses détracteurs. Et lui, comment il se défend? Quelle est sa justification? Il revendique ce rôle de briseur de tabous. Il dit vouloir secouer un certain conservatisme intellectuel, une fixation sur les récits traditionnels, forcer à relire les sources autrement, à poser les questions qui dérangent. Et il n'hésite pas à sortir du cadre académique strict pour ça. Ah non, pas du tout. Il utilise beaucoup les plateformes comme YouTube, les podcasts, pour toucher directement un large public, y compris des gens religieux. C'est une stratégie de diffusion assez directe. Si on essaye de synthétiser, on voit quand même un projet intellectuel assez cohérent derrière tout ça, même s'il est radical. Oui, tout à fait. C'est une tentative de remplacer ce qu'il voit comme un grand récit historico-mythique, un peu figé, par une histoire séculière, humaine, faite de ruptures, d'inventions, de réponses à des crises historiques spécifiques. Une histoire plus fragmentée peut-être. Moins linéaire, exactement. Dans sa vision, l'identité juive, la religion juive, ce ne sont pas des essences immuables tombées du ciel, mais des constructions humaines, dynamiques, façonnées par l'histoire, par la politique, par les conflits. Ce qui est sûr, c'est que même si on n'adhère pas forcément à toutes ces conclusions, parfois très extrêmes, sa démarche oblige à s'interroger, à questionner la nature même des récits fondateurs. Absolument. Ça pousse à réfléchir sur comment on construit l'histoire, comment on raconte le passé. Et ça ouvre peut-être une dernière question pour la réflexion. Oui. Si, comme Ben Noun le suggère pour le passé lointain, des récits fondateurs peuvent être des constructions humaines, élaborées pour répondre à des crises ou des besoins politiques, quelles sont les constructions narratives, peut-être moins visibles, qui façonnent notre propre compréhension de l'identité, de l'histoire, de l'actualité, aujourd'hui, maintenant? Excellente question. Et surtout, comment est-ce qu'on peut apprendre à les identifier, à les déceler, ces récits qui nous façonnent sans qu'on en ait toujours conscience? Vaste programme. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une personnalité israélienne assez fascinante, Yigal Ben-Noun. C'est un chercheur, mais aussi un militant, un artiste, vraiment multifacette. Oui, tout à fait. Notre base, c'est une biographie académique, donc assez dense, et l'idée, c'est d'essayer de saisir un peu la complexité du personnage, comment il arrive à jongler entre une recherche historique très poussée, un engagement social fort, et puis cette expression artistique. Exactement. Pour vous donner une idée, il a quand même 2 doctorats obtenus à Paris, et ses théories sur les origines bibliques, elles bousculent pas mal de choses. Alors on y va ? Allons-y. Ce qui est vraiment intéressant avec Ben-Noun, je trouve, c'est justement cette capacité à faire des ponts entre des mondes qu'on voit souvent séparés. L'académique, le militantisme, l'art. Et il remet en question les grands récits, quoi. C'est une démarche critique globale, en fait. Alors, pour commencer par le début, il est né à Casablanca en 1950. Il arrive en Israël assez jeune, service militaire, Golan, puis études à Tel Aviv, histoire juive, littérature française. Et puis les années 90, c'est Paris, une décennie d'études là-bas, et il en sort avec 2 doctorats. Oui, et pas des moindres. Le premier, c'est à Paris 8, et le sujet, assez sensible, les relations secrètes Israël-Maroc. Ah oui. Et l'émigration des Juifs marocains entre 1955 et 1966. Ça touche directement aux activités du Mossad en Afrique du Nord. Carrément. Une recherche qui a dû faire un peu de bruit, j'imagine. On peut penser, oui. Ça a mis en lumière des aspects, disons, peu discutés de la politique israélienne de l'époque. D'ailleurs, il a ensuite enseigné l'histoire de l'Afrique du Nord à Paris 8. D'accord.
Et puis, la deuxième thèse, changement de décor si on veut, soutenue bien plus tard, en 2009, à l'EPFE, l'École pratique des hautes études. Ah, les PFE, oui, réputés pour l'analyse de texte. Exactement. Et là, sous la direction de Thomas Romer, une pointure de la critique biblique. Ils travaillent sur les strates rédactionnelles. Les strates rédactionnelles, c'est-à-dire qu'il essaye de décomposer les textes bibliques pour voir comment ils ont été écrits couche par couche. Un peu comme un archéologue. C'est tout à fait ça. Il cherche à comprendre comment ces textes ont été fabriqués, modifiés au fil du temps. Et ce double regard, l'histoire politique contemporaine et les origines des textes fondateurs, c'est ça qui est assez unique chez lui. Et c'est là, sur la Bible, que ces idées sont peut-être les plus percutantes. Oui, on peut dire ça. Dans son livre « Histoire abrégée de Yahvé », par exemple, il avance que Yahvé, le dieu biblique, n'était au départ qu'un dieu local. Local, pas universel tout de suite. Non, peut-être du sud de la Transjordanie, nord de l'Arabie, quelque chose comme ça. Et son culte n'aurait pénétré en Canaan que tardivement. Ah oui, ça change pas mal la lecture habituelle, ça. Hein. Fondamentalement, oui. Et il insiste aussi beaucoup sur le polythéisme. Que dans l'Israël ancien, Yahvé n'était pas seul. Il y avait Asherah, Baal, Astarté. D'accord, et il se base sur quoi pour dire ça? Sur l'iconographie, les images anciennes, sur l'archéologie, sur l'épigraphie, les inscriptions. Pour lui, le texte biblique, seul, tel qu'on l'a aujourd'hui, donne une vision, disons, partielle. Voire orienté. Une critique assez radicale du texte, donc. Oui, et cette approche critique, il l'applique même à la philosophie. Pour lui, la question de savoir si Dieu existe physiquement, c'est presque secondaire. Ce qui compte, c'est la force du concept de Dieu dans la tête des gens, quoi. Intéressant. Il reconnaît l'impact culturel, psychologique, mais reste critique sur notre tendance à inventer pour combler les trous de l'histoire. Enfin, C'est un peu l'idée. Il parle de réalité imaginaire qu'on crée parfois. Et cette posture critique, on la retrouve aussi en dehors de l'université, dans son engagement. ah oui, le militantisme, c'était mentionné au début. Oui, et ça commence tôt. Années 70, il est cofondateur des Panthères Noires de Tel Aviv. Le mouvement pour les droits des Juifs Mizraïm. Exactement. Contre les discriminations. Il a aussi été proche des cercles cananéens, tu sais, ce mouvement qui voulait une identité hébraïque laïque, séparée du judaïsme religieux. D'accord. Et puis, cofondateur de Nimrod, un mouvement de jeunesse pour réformer l'éducation, cofondateur du Conseil pour la promotion de l'éducation dans les villes de développement. Son parcours politique l'a aussi mené au parti Dash, à la Histadrout, le grand syndicat. Donc c'est cohérent. Le même regard critique appliqué à la société, aux inégalités, aux institutions. Et l'art, alors? Eh bien, l'art, c'est une autre expression de cette même démarche. Plasticien, performeur, critique d'art, commissaire d'expo. Il a même fondé un groupe, Smartut, un festival Degenerate. Pour lui, c'est encore une façon de questionner les normes, les formes établies. Une approche vraiment pluridisciplinaire. Impressionnant. Et comment tout ça est reçu? J'imagine qu'il ne laisse pas indifférent. Non, clairement pas. La biographie dit qu'il est influent, mais aussi parfois vu comme un provocateur. Il y a une citation amusante d'un site qui le décrit comme un conteur avec un accent français de la Sorbonne. Mais au-delà de l'anecdote, il est reconnu pour ça, pour sa capacité à remettre en question les conventions. Son dernier livre, Quand sommes-nous devenus juifs, continue apparemment de nourrir les débats sur l'identité et l'histoire. Ouais. Donc pour résumer, Yigal Ben-Noun, c'est une figure assez singulière. Vraiment à la croisée des chemins. L'érudition, l'activisme, l'art. Son travail nous pousse à regarder de plus près les histoires qu'on nous raconte, ou qu'on se raconte, sur nos origines, notre présent. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour conclure. Oui. Comment est-ce que cette compréhension de la complexité de l'histoire, des textes, des identités, une histoire souvent conflictuelle comme le montre Ben-Nounen, comment est-ce que ça peut éclairer notre regard sur la culture et l'identité aujourd'hui ? Une bonne question. C'est une invitation finalement à toujours garder cet esprit critique face à grands récits quels qu'ils soient.